Salut! Petit disclaimer, ça c'est mon téléphone, c'est pas un micro, mais bon, vidéaste amateur, on connaît, on fait avec les moyens du bord. Alors, La Casa de Papel, qu'est-ce que c'est? La Casa de Papel, c'est une série qui a été diffusée pour la première fois en 2017 à la télévision espagnole et qui est produite par le réalisateur Alex Pina. Alors, La Casa de Papel, pour faire un petit résumé assez concis, c'est l'histoire d'une bande de braqueurs qui n'ont presque plus rien à perdre, qui sont rassemblés par le professeur, qui sera un peu le guide de tous les braquages qu'on va suivre tout au long de la série. Alors, on va remarquer assez rapidement que ces braquages sont assez singuliers. Pourquoi ? Déjà, premièrement, s'il s'agit de se faire beaucoup d'argent, le professeur insiste très lourdement sur le fait qu'il ne doit y avoir aucun blessé et que personne ne doit être lésé. Donc on remarque que les braqueurs accordent une importance toute particulière au regard que va porter l'opinion publique sur leurs actions. On comprend très rapidement qu'ils veulent un peu se faire passer pour les Robins des Bois de notre époque. D'où la question que je me suis rapidement posée. La Casa de Papel est-elle vraiment une série anti-système ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut aller puiser directement dans l'inspiration même de la série. Alors il faut savoir qu'Alex Pina, il s'est inspiré en partie du mouvement des Indignés, auquel Berlin fait référence dans la saison 2, si je me trompe pas. Alors le mouvement des Indignés, qu'est-ce que c'est ? Le mouvement des Indignés, c'est un mouvement qui a pris naissance à Madrid en 2011. Alors il s'agit en fait de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont réunies à la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, c'est une grande place à Madrid, assez touristique et assez connue. Alors ce mouvement, il faut savoir qu'il était principalement basé sur un certain ras-le-bol des logiques du marché, sur ses conséquences environnementales, sur ses conséquences sociales et avec ses conséquences sur la démocratie. En termes de revendications qui sont apparues à l'issue de ce mouvement, on a la demande d'une démocratie dite réelle, débarrassée de toute forme de corruption qui est à ce moment-là assez présente en Espagne. Et on a aussi la revendication d'une meilleure répartition des richesses. En somme, c'est un grand cri de colère à l'égard des dirigeants qui semblent être devenus impuissants face aux logiques financières. Et c'est ici qu'on peut faire un certain rapprochement avec notre série. Parce que, en s'attaquant à la fabrique nationale de la monnaie et du timbre, le professeur il s'attaque à un symbole. Ils y font d'ailleurs référence à plusieurs reprises dans la série. La fabrique de la monnaie et du timbre, c'est l'État. Et contrairement à l'attaque d'une banque qui reviendrait à voler leurs concitoyens, les braqueurs préfèrent créer leur propre argent et faire en sorte que personne ne soit lésé. Et ils vont donc imprimer leur propre monnaie pendant près de 10 jours pour une somme totale de 2,4 milliards d'euros. Et c'est là que ça se corse parce que, en tant que bons Robins des Bois, après avoir accompli leur forfait, ils prennent toute la thune et se barrent aux quatre coins du monde, dans des coins plus paradisiaques les uns que les autres. C'est au début de la saison 3 que les braqueurs vont prendre la décision de redorer un peu leur blason auprès de l'opinion publique. Pour ça, ils vont larguer quelques 140 millions d'euros dans le ciel de Madrid, en faisant profiter quelques chanceux madrilènes qui étaient de sortie ce jour-là. On a donc une répartition assez inégalitaire des richesses, avec une part absolument négligeable du butin qu'ils avaient sorti de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Qui plus est, au-delà d'une réelle action de protestation contre le système, on comprend bien vite qu'il s'agit d'une gigantesque diversion à la sauce du professeur. Il semblerait donc que notre bande de braqueurs se sert de l'opinion publique au lieu de la servir. C'est pourquoi il me semble que l'image de Robin des Bois de notre époque me semble un peu erronée quand on parle de la bande de braqueurs de la Casa de Papel. Et c'est aussi pour ça que je trouve moyennement crédible le fait qu'il soit soutenu par quelques 300 personnes qui sont à l'extérieur de la Banque nationale d'Espagne tout au long de leur second braquage. J'ai plutôt l'impression d'avoir affaire à une bande d'égoïstes qui affaiblissent le système pour servir leur propre intérêt finalement. Et c'est comme ça que j'arrive à ma première conclusion. La bande, dans sa manière d'opérer et dans ses buts, n'est pas vraiment anti-système. Cependant, c'est la série en elle-même qui s'attaque à notre modèle de société. Alors pour commencer, les références au phénomène de révolte sont relativement nombreuses dans la série. On a déjà parlé du mouvement des Indignés précédemment dans la vidéo. Mais on a également la présence assez répétée du chant Bella Ciao. Le chant Bella Ciao, on vous l'a sans doute assez répété dans les commentaires YouTube ou même au cours d'une discussion entre amis, c'est en fait un chant révolutionnaire qui a été repris par les résistants italiens sous l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Les paroles auraient été écrites fin 44 sur la mélodie que chantaient les saisonnières qui désherbaient les rizières à cette époque. Un travail fort pénible donc dont les conditions étaient dénoncées au travers de ce chant. Et désormais ce chant est carrément devenu un ode à la résistance dans le monde entier. Et c'est un chant qui est d'ailleurs repris dans pas mal de manifestations autour du monde. On a également en référence à la révolte la présence des masques de Dali, qui sont une référence à mon avis assez significative au masque des Anonymous, le célèbre mouvement de hackers pour la liberté d'expression. Ce masque à l'origine il est inspiré d'un certain Guy de Fawkes qui était un anglais qui a tenté un coup d'état en 1600 et quelques,
coup d'État qui a échoué, mais depuis c'est devenu quand même un symbole de contestation assez significatif. Il a d'ailleurs servi à incarner la révolte dans le film V pour Vendetta. Ensuite, tout au long de la série, on ressent une forte opposition entre le nous et le eux, ceux qui transgressent le système et ceux qui font tout leur possible pour le maintenir en place. Le professeur, usant de techniques toujours plus élaborées, va même jusqu'à tenter de déséquilibrer l'État en dénonçant les techniques de torture qui ont été infligées à Rio au cours de la saison 3, si je me trompe pas. Il obtient alors sa vengeance en scandalisant l'opinion publique, qui se débarrassera elle-même des responsables, à savoir l'inspectrice Alicia et le colonel Prieto. Ce genre de dénonciation fait écho aux dérives de notre système en temps de crise. Je vous recommande d'ailleurs grandement le film The Report, qui fait un excellent portrait de ce genre de dérive, en dénonçant les techniques d'interrogatoire renforcées qui ont été utilisées par des soldats américains lors de la lutte contre le terrorisme sous l'approbation du gouvernement et de la CIA. Nous avons donc une dénonciation des pratiques gouvernementales. Mais au-delà de ça, on a également une proposition de nouveaux modèles de société sur la base de l'égalité la plus parfaite. Tout le monde sur un pied d'égalité, donc otages comme braqueurs, tous sont habillés de la même façon. Une combinaison rouge et un masque. C'est l'abolition symbolique de toute hiérarchie. Tous sont relégués au rang de prisonniers, finalement, prisonniers du système, oppressés par l'autorité financière. Par ailleurs, la série porte une attention toute particulière à l'image de la femme. Loin d'être reléguée au rang de personnages secondaires, nos braqueuses ont une très forte personnalité et ne se laissent en aucun cas marcher sur les pieds par les machos de la bande. Pourtant, les réflexions sexistes ne manquent pas, mais toujours avec une répartie des plus cinglantes de la part de nos braqueuses. On en vient même à l'abolition symbolique du patriarcat par Nairobi dans la saison 4, c'est dire. Ensuite, la première saison avec Raquel aborde le thème de la violence conjugale, mais aussi la question de la remise en cause permanente de la parole de la victime. On voit aussi les conséquences de ces violences sur la vie professionnelle et personnelle de la victime. Et on ressent parfois même la honte de Raquel quand on lui reproche quasiment d'avoir porté plainte. Dans la 4e saison, sont aussi abordées les questions du consentement et de l'inclusion des personnes transgenres, avec l'arrivée du personnage de Manny. Malgré cette différence, elle va immédiatement être intégrée à la bande de braqueurs. Et Denver s'intéressera même tout particulièrement aux questions qui l'ont poussée à franchir le pas et à entamer sa transformation vers l'agente féminine. On a également l'approfondissement des relations homosexuelles qui prennent parfois plus de place que les relations hétéros, et franchement, dans le cinéma, ça fait pas de mal. En conclusion, la Casa de Papel aborde de très nombreux sujets sociétaux. Elle dresse une critique de notre modèle de société, tant économiquement que socialement. Il s'agit incontestablement d'une série très riche dans les thèmes qu'elle aborde, mais de là à parler d'une série anti-système à proprement parler, le chemin est pour moi encore long à parcourir. C'est la première fois que je tourne une vidéo dans ce genre, d'où ma voix un peu hésitante sans doute, et les quelques problèmes de luminosité, etc. J'ai mis pas mal de temps à me décider à la tourner, parce que c'est toujours difficile de se lancer, de parler face caméra, etc. Je vous demande de prendre en compte la difficulté de l'exercice avant de potentiellement aller vous défouler juste en dessous. Merci!